Rencontre FCC SADC. Quels sont les dessous des cartes? Alors que les doutes planaient sur sa crédibilité à la tête de la composante confession religieuse, l'évêque général Doudou Kamba destitué de ses fonctions. Que pense la communauté musulmane au Congo sur le dossier, madame et monsieur, et d'autres questions d'intérêt majeur? On en parle dans cette émission spéciale avec le député national Moussa Kalima, qui se trouve être d'abord secrétaire général de la COMICO, communauté musulmane, ici en RDC, mais également député national pour le compte de l'opposition, disons FCC. Honorable et bienvenue. Merci. D'entrée de jeu, vous avez rencontré ou vous avez été consulté par la délégation de la SADC qui séjourne ici en RDC. Dites aux Congolais de quoi il est exactement question. Oh, je crois que, en principe, c'est pas à moi de dire aux Congolais de quoi il était question, mais il faut simplement relever que la SADC est arrivée dans notre pays sans nul doute sur invitation des autorités. Ok. Étant donné que notre pays fait partie de la SADC, et la SADC nous a beaucoup aidé à stabiliser ce pays à l'époque avec les présidents de fin Mouzé Laurent Désiré Kabila et même avec le Raïs. Donc la SADC est un allié traditionnel de notre pays. La SADC est préoccupée de ce qu'il apprend et de ce qu'il entend par rapport au processus électoral, et c'est pourquoi la SADC est venue pour évaluer l'environnement politique, et social, sécuritaire et même juridique du pays pour considérer si réellement les élections peuvent être organisées et que ce soit des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Okay. Donc en fait c'est une mission d'évaluation, c'est une mission d'information. Et la SADC a écouté toutes les composantes de la société congolaise, tant l'Union sacrée que l'opposition plurielle, bien entendu. La grande opposition aujourd'hui au pouvoir, c'est bien entendu le FCC, l'avocat, qu'ils ont consulté, et voilà, ils sont rentrés. Nous attendons, peut-être sont allés faire les rapports à ceux qui les ont délégués. Donc à ce stade, on ne peut pas vous dire quelles sont les retombées, mais quelles sont les intentions des uns des autres. Ils sont venus écouter. C'était une visite d'écoute. Je crois qu'il faut attendre maintenant le retour de nos amis de la SADC chez eux. Et peut-être que les conclusions, les résolutions peuvent tomber, ou les orientations, ou les conseils peuvent être prodigués à la République démocratique du Congo, étant entendu que la République elle est souveraine. Mais tout le monde sait que nous sommes sur une pente glissante et que ceux qui croient que les élections peuvent être tenues dans des bonnes conditions au 20, moi je crois qu'ils sont en train de rêver. Nous l'avons dit et nous continuons à marteler que dans ce pays, les élections doivent être faites avec toutes les composantes et surtout la plus grande composante qui avait la majorité parlementaire, celle qui avait gagné les élections au niveau des chambres, laquelle partie du pouvoir des institutions du pays ne fonctionne pas aujourd'hui n'est pas dans le processus. Je ne vois pas comment ils vont organiser ces élections sans, bien entendu, toutes ces intelligences, toutes ces forces. Nous avons dit qu'il n'y aura pas d'élections sans les FCC et je crois que l'histoire va nous donner raison. Bonnes conditions ou pas, à quelques mois des élections, selon la Constitution, est-ce que cette visite était opportune, honorable Moussa Kalima, de la SADC? C'est pas à moi de dire si elle était opportune. La SADC a pensé que c'était le moment. Chaque chose a son temps, c'est le temps qu'ils ont jugé utile. Et ça veut dire qu'en fait, la SADC ne voulait pas intervenir en réalité. Lorsqu'ils ont constaté le tâtonnement, le déraillage, le dérapage du processus électoral, lorsqu'ils constatent l'insécurité qui se généralise, lorsqu'ils constatent les assassinats des acteurs politiques majeurs,
et surtout les bastonnages de candidats à la présidence de la République, les cas de Sessanga, et tout ça va inquiéter la communauté internationale, et c'est pourquoi ils sont venus. C'est qu'ils sont inquiets. C'est qu'ils sont inquiets, ils savent que les Congo, c'est les centres, c'est la gâchette de l'Afrique, et que si ça dérape, ça peut avoir des conséquences drastiques dans la sous-région, et pourquoi pas en Afrique tout entière. C'est pourquoi la SADC est venue. Elle est venue parce que elle sent qu'il y a des problèmes. Elle sent que les élections ne seront pas transparentes. Elle sent que les élections ne seront pas apaisées. Et elle sent que le processus a été corrompu et que dans ces conditions, si on forçait la note, les Congo risquent de couler. Au-delà des constats, vous avez été certes consulté par la SADC, mais quel a été le déshydratat de votre famille politique? Non, la famille politique, le FCC, on connaît notre position. Nous voulons les élections le 20, à la date prévue par la Constitution, nous la voulons. Nous voulons des élections transparentes, démocratiques, apaisées, et consensuelles. Mais vous n'êtes pas partie prenante? Mais nous sommes partie prenante, mais nous ne sommes pas partie prenante à des élections tronquées, à des élections, si vous voulez, à un processus corrompu. Nous avons dit que nous ne pouvons pas cautionner, parce que nous savions qu'ils seront dans l'incapacité d'organiser les élections. C'était une prophétie. Nous connaissons, non, ce n'est pas une prophétie, on connaît les hommes. Nous connaissons les hommes, nous connaissons le pays et nous connaissons le dossier. Nous savions qu'on était en train de... En fait, on voulait passer par la force, mais on n'avait pas la matière suffisante pour organiser les élections. Les élections, ce n'est pas une blague. Et quand Kabila organise les élections ici, sans l'aide extérieure, les gens pensaient que c'était une maigre affaire. Vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, organiser des élections avec une partie du territoire complètement occupée par l'étranger. Mais ce n'est pas une nouveauté en RDC. Non, ce n'est pas une nouveauté, mais autrefois, quand on a organisé les élections, il n'y avait pas une partie du territoire qui était occupée. Ce qu'il y a des fois, vous ne revisitez pas le passé avec un bon œil. Il y avait, bien entendu, des groupuscules, des milices, comme toujours, mais il n'y a aucune partie du territoire qui échappait aux élections. Tout le monde, les territoires ont participé, les gens ont fait les élections, mais cette fois-ci, c'est grave. Ce sont des grandes étendues. Et cette fois-ci, il y a même une partie de l'Ouest qui est concernée par cette crise. Et vous le savez, qu'à quelques kilomètres de Kinshasa, les gens n'étaient pas enrôlés. Et en même temps, c'était différent. Les circonstances et l'environnement ont changé. Aujourd'hui, nous avons un chef de l'État belliqueux, notre voisin belliqueux, le Rwanda, qui vous dit, mais vous devrez comprendre cette guerre parce qu'il y a des terres qui nous appartiennent, que vous avez pris. Très clairement, ils disent, vous avez empiété sur nos terres. Et ces terres-là, nous devons les récupérer. Et entre-temps, une partie de ces terres se trouve au jour d'aujourd'hui entre leurs mains. C'est que quelque part, organiser les élections dans ces conditions, sans répondre la partie querellée, c'est donc une manière de cautionner justement la partition du pays. Alors, et je vous rappelle qu'en 2013, lorsque le même 23 était ici, parce qu'on devait organiser les élections en 2015-2016, oui, le régime passé de Kabila a mis en déroute. Il a utilisé de gros moyens pour mettre hors d'état de nuire le M23, et qui, depuis 2013, n'ont plus existé jusqu'à ce que l'actuel chef de l'État est allé le ressusciter en les invitant aux frais de la République, en les logeant, en les nourrissant. Donc le FCC, on n'entendait plus parler. Le M23, on n'entendait plus parler. Chose qui reste jusqu'à preuve du contraire des rumeurs. Mais alors, qu'est-ce qui reste des rumeurs? Tout le monde sait, c'est une réalité évidente que les M23 étaient ici, les M23 l'ont dit d'une manière ostensible, les services
les savent, et nous tous, nous les savons en tant que politiques, il était logé ici à la gare centrale chez Béatrice. C'est connu de tout le monde, ça c'est pas un secret. Tous les diplomates les savent. Ils ont même visité Banzangungu où un des bataillons de M23 devrait être installé. Et un autre bataillon resterait à l'est. C'est connu, ça. Et ce sont des accords qui existent. D'ailleurs, il y a un Rwandais, un des membres, en fait, disons, qui le dit très clairement que les accords existent très clairement entre le chef de l'État actuel et le M23. Nous allons en parler dans les minutes qui suivent. Et restons dans le chapitre processus électoral. Vous réclamez les élections crédibles, apaisées, donc réunir toutes les conditions possibles. Alors, à quelques mois, je dirais, parce que le mois de décembre, c'est déjà après octobre, il nous reste que, je peux dire, un mois de la tenue de ces élections. Vous réclamez toujours la crédibilité et l'inclusivité. Alors, voulez-vous reporter les élections en violation de la Constitution? Non, non. Nous ne voulons pas reporter les élections. D'abord, je voudrais que vous apportiez un correctif rapidement. Ce n'est pas aujourd'hui que nous réclamons ça. Ça fait 2 ans, 3 ans. Nous n'avons pas attendu 2 mois avant les élections pour réclamer ça. Et je voudrais indiquer que, justement, à cause de la transparence des élections, que nous sommes en rupture, en divorce avec le président Tshisekedi. Les FCC, les cas se sont disloqués à cause du processus électoral. Parce que c'est à ce moment que nous avons compris déjà les manœuvres dilatoires. Donc c'était là nous avions compris. Oui, nous avons compris que le chef de l'État avait en fait des calculs malsains dans sa tête. En nommant d'autorités sans respect de la procédure, en violant systématiquement la Constitution pour la nomination de membres de la Cour constitutionnelle. Rappelez-vous que la crise est née du fait de la Cour constitutionnelle, qui est l'un des organes le plus significatif, d'ailleurs je vais dire même principal, du processus électoral. Et donc nous avions compris depuis cette époque-là qu'il y avait manifestement l'intention de tricher, de nuire, et nous nous sommes opposés à cette entérinisation. Donc c'est pas aujourd'hui que nous demandons qu'on puisse revisiter la Cour constitutionnelle. C'est ça nos exigences, ça reste d'actualité. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Il faut revisiter la Cour constitutionnelle, il faut récomposer la CENI, et on peut le faire. J'ai dit maximum 1 semaine, on aura terminé. On n'a pas besoin de jours pour envoyer les délégués à la CENI. Donc rien n'est tard. Rien n'est tard, rien n'est tard, mais étant donné que, et savez qu'ils sont dans les capacités, ils sont dans les capacités d'organiser les élections, ils ont retardé pour qu'au jour d'aujourd'hui, ils trouvent un prétexte pour se donner encore une transition, alors que nous ne voudrons pas les raccorder, ne fût-ce qu'un jour en plus. Et si la SADC vous convainc dans ce sens? Vous savez, en politique, on ne peut pas dire que nous ne ferons rien. Mais nous voudrons vous dire au jour d'aujourd'hui que nous ne pouvons plus permettre à l'inquirie, nous ne pouvons plus permettre en fait à l'amateurisme de continuer dans ce pays-là, qu'on liquide l'essentiel au jour d'aujourd'hui. Tous les secteurs de la vie, vous ne vous rendez pas compte, sont en train d'être liquidés, en dehors des actions, des clats qu'on est en train de faire, et la manipulation à outrance, doublée au mensonge d'État, pour endormir le peuple. Mais je vous dis, le pays est dans les gouffres. Le pays est dans les gouffres, nous ne pouvons plus accepter qu'on continue de cette manière-là. Vous aviez constaté, lorsque on a fait l'analyse de la reddition des comptes, les rapports de la Cour des comptes, c'est accablant. Pour le budget 2022. Mais c'est trop grave, des déficits pareils, c'est impossible. C'est pur et simple du détournement, Ça veut dire en d'autres termes que toutes les institutions de la République, et même le département, tous sont détournés. Ça prouve qu'en fait, on ne maîtrise pas la gestion de la République. Et quand on voit au jour d'aujourd'hui, la manière dont les dettes sont en train de prendre l'ascenseur, dettes extérieures, il ne faudra plus que les générations futures l'avenir de générations futures soit hypothéqué. On ne peut plus laisser que cette situation continue à perdurer. Pour nous, il faut organiser les élections, mais les élections avec un fichier électoral qui soit potable. Vous avez évoqué d'ailleurs vos relations
vos anciennes relations voilà, avec les chefs de l'État, c'est-à-dire les FCC et Cash, mais quelle est votre réaction également par rapport à la récente sortie médiatique du général John Numbi, l'ancien inspecteur général de la police nationale congolaise? Avant de répondre même à cette question, je voudrais franchement marteler que le problème du processus électoral, il est biaisé, il est corrompu, et l'histoire au jour d'aujourd'hui donne raison à qui? À la famille politique de Kabila, qui disait qui a refusé catégoriquement de cautionner cette bêtise, cette escroquerie. Et pour vous démontrer ce que je dis, aujourd'hui la CENI est dans les capacités de publier les listes des candidats, les listes provisoires des candidats. À quel niveau? De les publier, de les afficher. Parce que la loi dispose qu'il doit afficher les listes de tous les candidats. Candidat président de la République? Tous les candidats députés nationaux, provinciaux, candidats président de la République. Mais la CENI au jour d'aujourd'hui n'a pas de moyens. Et vous avez suivi la prestation des Kadima hier devant le TV5. J'ai vu Kadima trembler. J'ai vu Kadima balbutier. Et vous sentez que le pauvre, il est vraiment coincé. Et j'ai senti que non, il n'y aura pas élection, on est en train d'endormir le peuple. Et il n'avait pas la capacité de répondre. Il ne savait pas comment répondre aux journalistes qui voulaient savoir si les élections vont avoir lieu. Et il a même posé la question, pourquoi les listes électorales, les listes provisoires ne sont pas ne sont pas disponibles? Il y a un problème, on viole déjà la loi. Mais moi j'ai reçu... Mais non, monsieur, c'est récit. Tu as reçu des papiers avec des noms. J'ai reçu par contre le directeur de la communication de la CENI qui m'a dit que jusqu'à preuve du contraire, la CENI ne souffre pas de financement. Tout est bon, tout est calme. Mais monsieur, ça c'est lui, mais c'est un langage purement politique, mais alors que la CENI c'est un organe technique qui doit être vrai. La CENI n'est pas vrai. Donc ce qu'il t'a dit a été contredit par lui-même Kadima, qui l'a dit hier que il dispose ou pas, il n'y a pas d'espace, assez d'espace pour, semble-t-il, afficher les listes des candidats, les listes provisoires. Pourquoi c'est un souci chez vous alors que vous n'êtes même pas fait enrôler? Non, le problème c'est que c'est la République. Ce n'est pas nous qui le disons simplement. Nous constatons cela. La Mouka est en train de crier sur les toits. L'ensemble est en train de crier. Et même les candidats Sessanga et tous les autres candidats sérieux à la Première République sont en train de dénoncer ça. Et il faut démontrer, ça prouve effectivement que le fichier n'est pas consolidé. Ils ont peur qu'on puisse voir les mineurs qu'ils ont fait enrôler. C'est ça la réalité. Et des personnes fictives qu'ils ont fait enrôler. Au profit de qui? Mais bien entendu, au profit du pouvoir. C'est au profit du pouvoir. C'est au profit de l'union sacrée. C'est au profit des chefs de l'État. Et qui c'est qui dit? C'est clair et net. Et revenons avec la réaction de John Numbi. Ce n'est que la conséquence, justement, de la politique des mensonges. La réaction de Numbi n'est qu'en fait une conséquence. Je crois que Numbi a réagi après plusieurs réactions. La toute première réaction, c'était celle du chef de l'État lui-même. Qu'est-ce qui a poussé le chef de l'État d'aller aux Nations Unies, pendant qu'il est aux Nations Unies, réouvrir un dossier de 2018? L'accord. Pourquoi? Pourquoi il est allé? Et pourquoi le chef de l'État toujours veut communiquer des choses qui concernent la nation à l'extérieur? Finalement, il est le chef de l'État des Congolais, mais il est le chef de l'État de l'extérieur. C'est lui qui a commencé avec ces dossiers. Et étant donné que le chef de l'État a raconté des choses qui ne sont pas vraies par rapport aux acteurs majeurs qui étaient autour de la table. Le chef de l'État lui-même l'a dit, en maintes reprises, qu'il y a eu accord. Il le disait. Kabouya l'a dit, le secrétaire général, que lorsque Kabila regardait autour de lui,
qui était sérieux, que le parti sérieux à qui il pouvait laisser les pouvoirs, il a constaté que c'était l'IDPS. Et c'est comme ça qu'il a donné les pouvoirs à Tshisekedi. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Kabouya qui l'a dit. Élisée Massola. Et en maintes reprises, le chef de l'État lui-même a évoqué les accords qu'ils avaient avec les FCC. Alors, le nier comme ça d'un jour, c'est frustrer les gens. Citer les noms des gens, le chef de l'État est allé plus loin, il a cité les noms des personnalités de FCC, notamment Raymond Tchibanda et Némi. Et tout de suite, ils ont dit qu'il a menti. Vous voyez, dire ça d'un chef de l'État, c'est pas grave. Quand un chef de l'État commence à mentir à grand jour, franchement, ça discrédite la nation. Corneille Nangaa a aussi confirmé cet accord. Nangaa a confirmé ça. Et bien entendu, cet accord, et même si nous les condamnons, parce que nous disons qu'en fait, il ne fallait pas le faire. Mais au regard de ce que Noumbia a dit, nous avions compris. Noumbia a dit qu'en fait, si on n'avait pas eu cet accord, il me semble qu'il y a un plan macabre qui a été monté pour essayer de plonger la République dans un désordre indescriptible. Monté par qui alors que la RDC ne faisait que respecter sa constitution? Il fallait avoir les élections chaque 5 ans. Qui ont monté les scénarios pour liquider Kadhafi. Et d'ailleurs, il a fait allusion à Kadhafi. Monsieur, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce pays, quand on dit le pays fait l'objet de convoitises de puissance, les gens ils pensent que c'est une blague. Personne ne veut que ce pays soit debout. Ces pays, on les veut voir émiettés. Et c'est ce que, malheureusement, sans comprendre que le chef de l'État est en train de matérialiser ce programme d'émiettement du pays sans s'en rendre compte. Vous faites allusion à la balkanisation. Et bien entendu, le chef de l'État, en allant adhérer dans les histoires des EAC sans rendre compte, en allant signer des accords de mutualisation. Lesquels accords hier ont créé la rupture, étaient à la base de la rupture Kamere-Kabila. Mais le chef de l'État continue avec la mutualisation, soi-disant de force, avec le pays qui nous convoite, le pays qui nous combatte, et le pays avec lesquels nous sommes en contentieux devant les cours internationaux, notamment les cas de l'Ouganda, lequel au jour d'aujourd'hui est en train de construire des côtés vers sur nos territoires des routes dont la République n'a aucun contrôle. Donc je note que la sortie de John Numbi, en fait, il me semble qu'il faisait partie d'eux. Il était autour de la table, je n'ai pas été. La réalité est que c'est le chef de l'État qui devrait clarifier cette affaire-là. Et les accords, s'il a signé des accords, qu'il apprend à les respecter. Moi, en tant que musulman, il est dit chez nous, dans l'islam, que lorsque vous avez signé des accords, même si vous constatez qu'il y a des faiblesses, vous ne pouvez pas renoncer à ces accords à cause des faiblesses. Vous devrez tout faire pour essayer de remplir votre part dans ces contrats. Et dès que les contrats arrivent à terme, à ce moment-là, vous renoncez, vous ne pouvez plus rallonger ces contrats-là. Mais André Moussa Kalema, vous avez toujours dit la vérité au peuple congolais. N'est-ce pas là une haute trahison? Parce que vous avez présenté aux Congolais un chef de l'État qui n'ont pas élu en lieu et place de respecter la vérité des urnes que réclame Martin. Vous savez, nous sommes en train tous de l'apprendre. Et c'est là où j'ai dit qu'en fait, Martin a failli. Parce que si c'est Martin qui avait gagné les élections, comme tout le monde le savait, comme tout le monde le disait, mais maintenant qu'on a fait des dénonciations pareilles, qu'est-ce que Martin a fait? Il allait faire quoi? Donc, moi j'étais à sa place, j'ai demandé les validations de ces chefs de l'État. Moi, j'étais à la place de Martin, malgré que ces cours sont ce qu'elles sont. Ce sont quand même les mêmes cours que nous avons, c'est la même justice, on ne va pas inventer d'autres. Puisque les gens certifient qu'il n'a pas gagné les élections, que dit la loi électorale? Lorsque quelqu'un a fraudé et qu'on constate après qu'il avait fraudé, même s'il a été proclamé élu, on doit le valider. Par quel cours? Mais la même cour qu'il avait validé.
peut les valider. La Cour que lui-même conteste. Bon, exactement, le problème c'est celui-là. Le problème c'est que nous ne devons pas aussi croiser les bras et laisser les choses se faire de cette manière. Okay. Il faut forcer ce cours-là. Parce que si la Cour ne comprend pas. Regardez ce qui s'est passé partout où en fait les gens ont fait des coups d'État. Quelque chose que je n'accepte pas, que je n'aime pas. Mais dès qu'on fait des coups d'État, même la justice n'échappe pas. Hein. Tous les juges qui ont été méchants en payent les prix aujourd'hui. Ils vont tomber. Et ils doivent savoir qu'en fait la politique c'est compliqué. C'est comme le lit de l'hôpital. Aujourd'hui c'est Tshisekedi qui est là. Hier c'était Kabila. Aujourd'hui c'est Tshisekedi. Demain ça sera plus lui. Peut-être ça sera Moussa. Et en ce moment, comment voulez-vous que je puisse garder un juge qui est connu pour ses comportements malveillants? Donc, je note que les propos de Numbi, du général Numbi, langage, il sait ce qu'il a dit. Le président Tshisekedi sait qui dit vrai. Le général Numbi sait également qui dit vrai. Nanga sait qui dit vrai. Ceux qui étaient dans les complots autour de la table savent la réalité de ce qui s'était passé par rapport à cet accord. Mais les accords politiques existent à travers le monde. Avant de clôturer justement ces chapitres, dans ses propos, John Numbi a dit connaître comment Tshisekedi avait le pouvoir. Il est contre le processus électoral actuel et il a même donné une date. Si les élections s'organisent de cette manière, le 20 décembre, on pourrait avoir les chaos. Il a même fait allusion à d'autres pays. Ce que vous avez également détesté ici, les coups d'État. Peut-on en arriver là, honorable? Mais c'est pas à moi de vous le dire. Ça, c'est Dieu seul qui le sait. Moi, la moindre des choses qu'il faut faire, parce que John Numbi n'a pas dit que je vais faire un coup d'État. John Numbi a dit, si vous n'organisez pas des élections transparentes, si vous ne rectifiez pas, en ce moment-là, je vais entrer en danse. Qui est derrière lui? Mais qui derrière lui, général Numbi, c'est pas les moindres, c'est un général, qui l'appelle général. Lui qui est en exil. Mais mon cher ami, qui c'est le président rwandais, avant qu'il devienne chef de l'État, il est venu d'où? Il était en exil. Il était en Ouganda, et de l'Ouganda, il a commencé la guerre et il a pris le pouvoir. Ça ne veut rien dire que quand on est en exil. Numbi le sait. Ce qu'il compte faire, si et seulement si les élections, si le processus n'est pas rectifié, et si les élections ne sont pas tenues à la date butoir, parce que, d'après lui, les chefs de l'État n'ont pas respecté les engagements qu'il avait souscrits. Et les engagements est connu que par lui, Numbi et ceux qui étaient là. C'est également un sujet qui fait jaillir beaucoup d'encre et salive, c'est justement la destitution de l'évêque général Dodo Kamba comme président de la composante confession religieuse en RDC. Est-ce de la machination, honorable Moussa Kalema, en tant que secrétaire général de la Comico? Bon, de toutes les façons, c'est une affaire qui ne m'intéresse pas trop, vous savez. Vous savez, lorsque on construit sur du sable, il ne faut pas qu'on puisse attendre que la maison sera solide. J'ai beaucoup de respect envers les hommes de l'Église. Mais je note que l'arrivée de Kamba n'a pas été aussi... n'a pas respecté les principes moraux et les principes de toutes les organisations religieuses et civilisées. Même pour les hommes de l'Église. Malheureusement, et vous savez, s'il y a les hommes de l'Église ont beaucoup de si. Vous savez ce qui s'est passé avec cette affaire des Cimés. Vous savez comment même le président de la CENI est arrivé à la tête de la CENI. Et vous savez que la CIME a été divisée en morceaux et qu'elle n'a pas pris part aux élections, au consensus autour du candidat président de la CENI. Et donc, il faut vous demander comment l'évêque Dodo Kamba est arrivé à la tête des églises de réveil.
À mon avis, il n'est pas entré par la grande porte, il est entré par la petite porte. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse les sortir par la petite porte. C'est lui qui dit par l'épée, il ne met pas l'épée. Et donc, je note que, franchement, ça ne m'intéresse pas trop. Mais je voudrais tout simplement qu'un peu pour honorer les confessions religieuses, logiquement, cette affaire devrait être dirigée par les grandes religions. Et les 4 grandes religions sont connues. Si ce n'est pas les catholiques, les protestants, si pas les protestants, les musulmans, si pas les musulmans, les kimbanguistes. Mais quand on a émietté, quand le pouvoir entre dans la danse pour émietter les confessions religieuses, c'est normal qu'il va déstabiliser le pays et le pays est en train d'être déstabilisé. Parce qu'il n'y a aucune institution qui est viable aujourd'hui et qui est homogène et qui est calme, qui travaille sans désordre. Et donc je note que c'était prévisible que Dodo aura des problèmes. Et selon certaines indiscrétions, la communauté musulmane serait également derrière les coups. Non, la communauté musulmane, il ne faut pas la mettre dans ces affaires-là. La communauté musulmane, mais je crois que l'imam représentant légal de la communauté musulmane est justement l'adjoint de Dodo Kamba. C'est donc je ne pouvais pas souhaiter que l'imam représentant légal de la communauté soit adjoint d'un pasteur, évêque soit-il, des églises de réveil. Moi, à la part de l'imam, je n'acceptais pas cette offre-là. Et la chose étant politisée en transe, et voilà pour des raisons, je crois, évidentes, on accepte des responsabilités qui, quelque part, ternissent l'image de la communauté islamique. Étant entendu que l'islam, c'est une religion qui a comme vocation, c'est d'interdire, de combattre le mal et d'ordonner les biens. Okay. Et donc, l'islam, en principe, ce n'est pas une confession religieuse qui devrait être partisane. Elle doit être au milieu du village, respecter le prescrit moral, et c'est pourquoi j'avais conseillé aux miens de faire route ensemble avec l'église catholique et l'église protestante, les cesser, parce que je savais qu'ils étaient dans la vérité. Okay. Voilà. Et donc, laissons l'État au temps, l'affaire Kamba, l'État nous dira quoi. Parce que moi, mon maître Gérard Kamanda m'avait dit, Moussa, il faut toujours laisser l'État au temps et la nature, parce que l'État et la nature savent régler certaines questions. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la nature et l'État qui est en train de régler les comptes au camarade, à notre frère Dodo Kamba, qui est entré par des voies de fait à la tête des églises de réveil. Lorsque je me rappelle comment celui qui était à la tête, je crois, c'est, on l'appelait aussi celui-là, général Sonika Fouta. Oui. Je sais comment il est sorti, il a été pratiquement humilié. Je connais également comment les Kankenza et tout comme ça ont été boutés dehors. Alors que dans les confessions religieuses, les choses ne doivent pas se passer de cette manière. Okay. Et même quand quelqu'un doit quitter avec honneur, avec dignité, avec respectabilité. Ce qui n'a pas été le cas. Et donc, l'histoire est en train de régler ses comptes. Honorable Moussa Kaleman, je rappelais, vous êtes secrétaire général de la Comico et puis député national pour le compte du Front commun pour le Congo. Vous êtes de l'opposition. On arrive sûrement à la fin de cet entretien pour ce numéro. Comment prévoyez-vous l'avenir de notre pays? Si vous saviez que je suis très préoccupé de l'avenir de ce pays, et je voudrais te dire en toute honnêteté, j'ai des nuits d'insomnie quand je vois comment le pays est en train de tanguer. Quand je vois les degrés de mensonges qui gouvernent ce pays, la manipulation à outrance, quand je vois des décisions irréfléchies prises, quand je vois la brutalité politique, verbale, et quand je vois les bastonnages de politiques, les arrestations en cascade de hommes de presse, il y a de quoi d'être inquiet et d'agir vite pour essayer de redresser la barre tortueuse et honteuse que devenir notre pays. Donc l'avenir
dépendra de nous. Mais il faut très vite nous ressaisir et très vite nous regarder en face, nous dire de vérité de manière que nous puissions tous regarder dans la même direction. À ce moment-là, nous pouvons arriver à sauver les pays. Sinon, les pays se trouvent mal à point. Jamais le Congo a été mal à point comme au jour d'aujourd'hui. Jamais. Même à l'époque où il y avait la guerre de RCD, où on nous tuait par les Rwandais, c'était pas, je n'avais pas peur comme ça. Aujourd'hui, j'ai peur que le pays soit balkanisé, et parce que toutes les conditions sont réunies pour la balkanisation de ce pays. Et pensez-vous que seules les élections seraient la voie palliative? Non, les élections, bien entendu, c'est pas l'affaire en soi. Les élections, c'est un mode d'accession au pouvoir, et un mode consensuel que nous avons tous décidé, comme encore, pour que désormais, qu'on puisse arriver par des élections, mais qu'elles soient libres, qu'elles soient transparentes, qu'elles soient démocratiques et qu'elles soient consensuelles. Mais lorsque vous n'êtes pas dans cette logique, et bien entendu, vous ouvrez les portes à des mauvaises pensées, à des mauvaises choses qui peuvent y arriver. Non, ce n'est pas les élections qui vont ramener la paix dans ce pays. Ce qui va amener la paix dans ce pays, c'est un leadership plus fort à la tête du pays, un leadership intelligent, un leadership conscient, un leadership, si vous voulez, patriotique et patriote, qui va essayer de privilégier l'intérêt national, mais on n'a pas besoin de gens qui sont dans la jouissance, des gens qui sont dans les tralala, qui sont dans les affairistes, et voyez-vous. Et donc, il faut que le pays se débarrasse des affairistes, des situationnistes, des terminaux, et qu'on remette le sort de la République entre des mains expertes, mais des mains expertes et de personnes conscientes. Et le pays peut être redressé rapidement et nous pouvons sauver le pays de l'humiliation et des naufrages dans lesquels il se trouve aujourd'hui. Secrétaire général de la communauté musulmane en RDC, mais également député national pour le compte du Front commun pour le Congo FCC, Honorable Moussa Kalema, merci de nous avoir accordé votre précieux temps, allais-je dire. C'est à moi de vous remercier. Et encore, je martèle que nous devons sauver ce pays et que ce pays, les élections que nous attendons ne sont pas celles dont le résultat est déjà connu de l'avance. Nous voudrons des élections, je rappelle, libres, démocratiques, sociales, avec des institutions citoyennes non politisées à outrance, avec une cour constitutionnelle juste et composée dans le respect des lois de la République, avec une loi pas calquée à la mesure de personne. Et vous verrez, si nous organisons de telles élections, le pays et notre peuple retrouvera la quiétude. Et ça, c'est les souhaits les plus ardents. C'est à moi de vous remercier. À vous, chers téléspectateurs et internautes, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. À bientôt.